Bonjour. Si nous avons décidé de prendre la parole et de vous adresser cette vidéo au sujet de la moralisation de la vie publique, c'est parce que il ne vous a pas échappé que le gouvernement avait, avec son ministre de la Justice, décidé de proposer, de projeter un texte de loi de rétablissement de la confiance des citoyens dans la démocratie, quelque chose comme ça. Ce n'est pas la première loi de moralisation de la vie publique, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, notamment à partir, on va dire, de la fin des années 80. Il y en a eu d'autant plus que la confiance, effectivement, dans les institutions s'est érodée au fil du temps. Mais surtout, il y en a eu parce que un grand nombre maintenant d'affaires ont éclaté, d'affaires qui impliquaient des gouvernants, des responsables politiques, des ministres, et même jusqu'au chef de l'État, puisque vous le savez, y compris un chef de l'État comme M. Jacques Chirac avait été mis en cause dans une affaire qui précédait l'exercice de son mandat. Mais donc, la question de la responsabilité pénale, politique, judiciaire des gouvernants est posée. Cette responsabilité, elle n'est pas évidente, contrairement à ce qu'on pourrait, de manière un petit peu spontanée, penser. La responsabilité politique, en particulier des gouvernants, n'est pas évidente. Elle est même empêchée par les institutions actuelles. Et en effet, il nous semble que si les normes de moralisation de la vie publique se sont multipliées, ou que du moins on a fait beaucoup de bruit autour de cette question-là, c'est parce que, précisément, le principe réel de fonctionnement des institutions est un principe d'irresponsabilité politique des gouvernants. Et donc on a cherché finalement à compenser cette absence de responsabilité politique par des règles dites de moralisation, comme si on pouvait colmater les brèches, comme si on pouvait répondre à la place des gouvernants eux-mêmes à cette absence de responsabilité politique, histoire de renouer avec le corps électoral, avec le peuple. Or, précisément, nous pensons que ceci est insuffisant et demeurera insuffisant. La responsabilité politique, d'après en particulier la France Insoumise, qui, dans l'Avenir en commun, avait tenté de répondre justement à cette question-là, la responsabilité politique, c'est un peu la rançon de l'exercice démocratique du pouvoir. Il n'y a pas de démocratie possible sans responsabilité politique. Et c'est ce que nous avons essayé de d'écrire dans ce programme L'Avenir en commun, et c'est ce que nous allons essayer de proposer dans le cadre d'un mandat législatif avec ce groupe de députés que nous allons faire élire, on l'espère, dimanche prochain. La proposition de loi que nous faisons, c'est une proposition à double détente. D'abord, on l'appelle la proposition de vertu républicaine. Il s'agirait, je l'ai dit, d'un système à double détente, c'est-à-dire un système dans lequel on cherche à modifier d'abord la règle du jeu institutionnelle, c'est-à-dire la Constitution, donc il y aurait une proposition de loi constitutionnelle d'abord, et je vais dire à quoi elle va servir, et dans un deuxième temps, une proposition de loi ordinaire. La proposition de loi constitutionnelle viserait à poser un principe général de révocabilité des élus. Parce qu'il nous semble que vous pourrez mettre toutes les règles sur le conflit d'intérêts, sur les collaborateurs d'élus, sur même la réserve parlementaire, etc., tant que vous ne ferez pas peser la menace du corps électoral sur les élus, sur les gouvernants, vous n'obtiendrez pas d'eux qu'ils respectent tout simplement les règles, qu'ils résistent à la tentation
de se servir plutôt que de servir l'intérêt général. Alors, donc, un principe général de révocabilité des élus qui se libellerait de la manière suivante, qui pourrait être même inscrit dans l'article 3 de la Constitution consacré à l'identification du souverain, qui est en général le peuple, et qui est dans cette Constitution le peuple. Alors, l'article 3 de la Constitution pourrait être complété par un 5e alinéa ainsi rédigé. Je vous fais lecture. Tout mandat public électif est révocable. Un référendum tendant à la révocation d'un détenteur de mandat public électif peut être organisé sur l'initiative d'un 5e des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l'issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu'une seule fois au cours d'une même mandature. Vous l'avez compris, ce n'est pas un principe de chamboule-tout permanent. C'est un principe encadré, mais général, c'est-à-dire qui s'appliquerait à l'ensemble des détenteurs d'un mandat public et qui viserait à remettre en cause leur mandat à condition de réunir un nombre suffisant de pétitionnaires, c'est-à-dire d'électeurs inscrits sur les listes électorales, qui demanderaient le déclenchement, l'organisation d'un référendum pour décider du maintien ou non au pouvoir de tel ou tel. Et ce, une seule fois par mandature, et pas avant la fin de la mi-mandat. Donc vous voyez bien que nous avons prévu un certain nombre de garanties. Ce principe de révocabilité s'appliquerait aussi au président de la République, ce pourquoi il faudrait une révision de la Constitution également, donc ça ce serait dans la même proposition de loi constitutionnelle, et cela s'appliquerait aussi aux députés dans leur ensemble, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale dans son ensemble. Nous aurions ainsi un nouveau principe de dissolution, plutôt un nouveau pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale qui appartiendrait non pas exclusivement, comme actuellement, au président de la République, mais qui appartiendrait aussi au peuple dans une, évidemment, proportion significative. Vous pourrez vous renseigner sur ce texte qui pourra être mis en œuvre. Ce que je veux dire ici, c'est que cette proposition de loi constitutionnelle a un sens général, applicable à l'ensemble des gouvernants, c'est-à-dire de ceux qui ont requis à un moment, sollicité à un moment donné, par le biais de l'élection, un mandat auprès du peuple, qui l'ont reçu et qui donc, à ce titre, sont tenus par une certaine probité, une certaine vertu républicaine que seul le peuple peut décider d'interrompre ou pas. Voilà pour la proposition de loi constitutionnelle. Deuxièmement, et c'est la deuxième détente, une proposition de loi ordinaire, c'est-à-dire des modifications de textes de valeur législative existants et pour lesquels il nous semble important d'intervenir pour raffiner le système de contrôle du comportement des élus. Il s'agirait donc de proposer toute une série de dispositifs législatifs. Je ne vais pas vous faire la liste entière, car elle est un peu longue. Mais, grosso modo, je peux vous dire ce que cela toucherait. Quels seraient les domaines pertinents que nous proposerons de modifier pour obtenir des élus, des gouvernants, un comportement vertueux. Il y a certains d'ailleurs de ces éléments qui ont déjà été modifiés, ou qui cherchent à être modifiés par le gouvernement actuel, mais nous pensons que le projet actuel de gouvernement est un peu en dessous de la main. Et donc nous souhaiterions aller au-delà, renforcer, appuyer une direction qui a déjà été prise, mais qui nous semble insuffisante. Il s'agirait, je vais vous faire la liste, de procéder à une interdiction de cumul des mandats
de cumul des mandats publics et privés, des cumuls des mandats publics entre eux et des cumuls des mandats privés entre eux. Il s'agirait donc de concentrer l'activité des personnes sur un ou plusieurs mandats dans le temps, mais seulement des mandats publics ou seulement des mandats privés. Pour ce qui est des mandats publics, il nous semble important de fixer un principe de seulement 2 mandats consécutifs, et pas plus. Mais qu'à chaque fois, par ailleurs, un seul mandat soit occupé, pour qu'il n'y ait pas de cumul des mandats, pour qu'il n'y ait pas non plus de cumul d'indemnités, et qu'ainsi on ne cherche pas à s'enrichir au travers du mandat que l'on occupe, ou des mandats surtout, que l'on occuperait. Pareil pour les mandats privés. Il s'agirait notamment des fonctions d'administrateur de société commerciale. Il nous semble important qu'on ne puisse pas cumuler infiniment ce type de source d'enrichissement et surtout ce type de responsabilité qui, si on les cumule, crée des conflits d'intérêts. À part le système de cumul, nous souhaiterions également faire ce qu'on appelle, ou rétablir ce qu'on appelle une communauté de destin. Cela signifie, on va employer ce mot qu'on emploie aussi pour d'autres domaines, mais qui image bien, qui permet de bien se représenter ce dont il s'agit. Il s'agirait finalement de banaliser la vie des élus, en particulier la vie des parlementaires, ou la vie des ministres, ou la vie d'un président de la République. Et ce, en abaissant le niveau de revenus de ces gens-là au travers d'une limitation, d'un plafonnement de leurs indemnités. Pour le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président de la République, ses ministres, l'indemnité brute maximum serait de 8 500 €. 8 500 € brut. Pour le pouvoir législatif, c'est-à-dire les parlementaires, sénateurs plus députés, l'indemnité brute mensuelle serait de 7 000 €. Voici ce que nous imaginons. Nous imaginons également le fait que ces indemnités devraient être indexées sur le SMIC, ce qui permet finalement de revenir un petit peu sur terre. C'est une manière de rendre les mandats non seulement accessibles, mais que, une fois que vous les occupez, vous ne soyez pas complètement, je dis bien complètement, déconnecté de la vie ordinaire des gens que vous représentez. Par ailleurs, nous pensons important d'abolir le clientélisme. Et pour ça, par exemple, nous voudrions carrément supprimer la réserve parlementaire. C'est-à-dire limiter tout simplement, empêcher en fait, la possibilité pour un parlementaire de puiser dans cette réserve pour arroser l'association en échange, par exemple, de wagons entiers de votants. Voilà. Et qui assure de cette manière-là la pérennité du mandat. Auprès, au moins, d'une même personne, sous prétexte qu'elle a déjà été députée. Et ce qui rend finalement impossible l'accès au mandat d'autres citoyens qui pourraient choisir d'être à leur tour des représentants. Par ailleurs, nous voulons renforcer l'exemplarité des élus. Et pour cela, nous avons imaginé, c'est quelque chose qui est proche de ce que disait aussi le candidat Macron pendant la présidentielle. Il parlait du bulletin, du casier vierge, pardon, du casier judiciaire vierge. Nous pensons que cette revendication-là ne fonctionne pas. Casier judiciaire vierge sans autre distinction, ça fait que, y compris quelqu'un qui se serait rendu coupable d'une contravention ou d'un petit délit, serait empêché d'accéder à la candidature, à l'élection. Bon. Ceci n'est pas envisageable, et d'autant plus qu'il y a un biais social dans ce cas, puisque, on le sait bien, beaucoup,
des personnes issues de classes les plus défavorisées se retrouvent souvent, et le plus souvent, condamnées à toutes sortes de petits délits. Eh bien, ceci aurait pour effet d'exclure complètement, carrément, des classes entières de la société, ce que nous ne souhaitons pas. En revanche, nous pensons que les gros délinquants, les délinquants en col blanc, ou même des délinquants sexuels, ou bien des délinquants liés à ce qu'on appelle des infractions de haut niveau, mais qui sont considérées comme les plus importantes et dont on dit dans le jargon qu'elles appartiennent au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Ces infractions-là, qui sont listées dans le code pénal, eh bien, si on en a été responsable, devraient, elles, empêcher l'accession à la candidature et au mandat. Si bien que nous limiterions la virginité du casier vierge uniquement aux infractions inscrites au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, condamnation, du bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Pour ce qui est de l'indépendance de la justice fiscale, nous voulons absolument mettre fin à ce qu'on appelle le verrou de Bercy. Le verrou de Bercy, c'est cette sorte de préemption du ministère de l'économie et des finances sur les infractions fiscales. Eh bien, nous pensons qu'il faut revenir sur cette forme de priorité du ministère des Affaires économiques, du ministère des Impôts, pour revenir à une compétence du juge judiciaire en la matière, de sorte que Bercy ne pourrait pas protéger des personnes, des élus, des fraudeurs fiscaux, quels qu'ils soient, pour éviter ou leur éviter l'opprobre ou des poursuites judiciaires tout simplement. Donc, supprimer le verrou de Bercy en matière de fraude fiscale. Ceci devrait être également accompagné d'une restriction de l'activité des lobbies. Ceci passe par tout simplement l'interdiction radicale de tout contact entre les lobbyistes et les représentants du peuple, et en particulier l'interdiction du libre accès ambiant qui est actuellement vérifié à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc interdiction aux lobbyistes de pénétrer l'enceinte des assemblées. Également l'interdiction pour ces lobbyistes de faire des cadeaux, de remercier les élus, et interdiction serait faite également aux élus eux-mêmes de recevoir ces cadeaux. Donc ici, nous avons tout un dispositif, je ne fais que sortir quelques éléments un peu emblématiques, mais toute une série de dispositifs cherchant tout simplement à rendre le mandat plus vertueux et à le sanctuariser, à le protéger des pressions qui feraient que le titulaire du mandat ne rechercherait plus finalement l'intérêt général, mais chercherait uniquement à satisfaire son intérêt particulier ou même l'intérêt particulier d'un autre, ce qui revient au même. Donc nous avons finalement le souhait, avec cette proposition de loi à double détente, proposition de loi constitutionnelle et proposition de loi ordinaire, un projet qui consiste véritablement à enclencher un cercle vertueux qui permettrait aux élus, à nos représentants, à tous les niveaux, et surtout au plus haut niveau, et même au plus haut niveau, de nous représenter dans le plus grand respect des lois, mais aussi dans le plus grand respect des électeurs eux-mêmes, c'est-à-dire des représentés. Voilà pourquoi nous souhaitions vous adresser ce message-là, de sorte que vous preniez la mesure de l'enjeu aussi, de faire accéder à l'Assemblée nationale un nombre important, nous l'espérons, de représentants de cette manière de voir, de représentants qui seront capables de proposer un tel texte à l'Assemblée nationale et de le faire discuter, de l'imposer dans la discussion
dans la discussion au sein de la représentation nationale. Parce qu'il nous semble que nous sommes arrivés à un point où, un, on ne peut plus se taire, et deux, on ne peut plus ne rien faire. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt.